c'est pas d'intervention construite, mais plutôt une somme de réactions, hein, d'envie de dire des choses. En plus de ça, on les dit vite, on les dit de manière un peu simplifiée, et ça fait un petit peu dogmatique, le gars qui exprime des trucs, je vous assure que de demeurant, je suis très gentil. Mais, alors, j'ai énuméré un certain nombre de points, je vais essayer de les faire tourner à chaque fois je vais partir d'un premier point, d'où on est parti, hein, qui est la caractéristique. Qu'est-ce que c'est que physiquement la lecture? Alors je ne retourne pas sur ce que dit de Anne, hein, parce que là ça déjà commencé très vite, mais c'est plus compliqué que ça. Hein, et j'ai plutôt d'un apport de quelqu'un qui a joué un rôle qui s'appelle François Richelieu, je pense, par rapport à quelques-uns, hein, qui a dit des choses et puis qui, à partir de là, a provoqué des recherches, des évaluations, etc. Quand tous les gens qui ont parlé là, etc., on parle à peu près à 10 000 mots à l'heure. Si on parle à 5 000 mots à l'heure, je ne vais pas vous faire le coup, c'est emmerdant, c'est incompréhensible en plus parce qu'on ne se rappelle plus. Si on parle à 15 000 mots à l'heure, c'est incompréhensible pour d'autres raisons, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces et donc c'est en gros 10 000 mots. Si on va très vite, on ira à 11 ou 12 000 mots. Hein, si on parle lentement parce qu'on a affaire à, c'est une erreur, à quelqu'un dont on soupçonne qu'il ne comprend pas et qu'il faut lui parler plus lentement, c'est ce qu'on disait de la pédagogie anglaise ou américaine, ça consiste devant un élève en difficulté à lui parler plus fort et plus lentement, à lui dire quand même la même chose que s'il n'était pas en difficulté. C'est pas ce genre de critères. Alors, si on ramène ça maintenant, 10 000 mots à l'heure, hein, si on regarde le comportement, la vitesse de lecture, hein, de quelqu'un qui lit bien, qui est un bon lecteur, etc., on est au minimum entre 15 à 18 mots à l'heure, hein, c'est-à-dire pratiquement 2 fois plus, hein, et ça va jusqu'à 25-30 000 mots à l'heure, hein, la fourchette de rencontre de l'écrit, du traitement de l'écrit que fait un bon lecteur. Si on regarde à peu près quelle est la vitesse de lecture d'une population alphabétisée comme l'est la population française, on est en gros en moyenne à 7 ou 8 000 mots. Hein, et bon, ça veut dire, je vais à là où je veux y arriver, c'est que si moi je lis un bouquin, que je le lis à 15 ou 20 000 mots à l'heure, et que je le passe à quelqu'un pour lui dire, tiens, c'est vraiment intéressant, hein, tu vas lire-le, et qu'il lit à 8 000 mots à l'heure, hein, et bien, c'est objectivement un vrai supplice pour lui. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, alors après, on objecte, mais pour vous éviter de le faire, qu'après tout, on est bien libre de lire lentement. Hein, mais moi, je suis après tout bien libre de vous parler lent, ça veut dire bon, et bien c'est exactement la même chose au niveau de la lecture. L'écrit, c'est tel que c'est écrit, c'est quelque chose qui s'explore, qui s'utilise, dont on tire profit, et quand on se met à côté de vous et qu'on chronomètre, on se dit, bon, ben, c'est dans l'ordre de 20 000, mettons 15 à 20 000 mots à l'heure pour avoir une lecture efficace. Alors, ça suppose aussi qu'on comprenne, mais si on ne comprend pas, on ne va pas lire longtemps, rassurez-vous, les gens sont en maso, hein, s'ils ne pourraient pas, ils arrêtent, hein, et c'est ce qui se passe pour les 3/4 des gens. Hein, bon. Alors après, si on regarde donc ça, autrement dit, s'il n'y a pas un travail sur cet outil technique qu'est l'exploration de l'écrit, hein, on n'avance pas, on n'en sort pas, et on peut toujours dire, c'est quand même dommage que les gens n'aiment pas, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils aiment lire, pour qu'ils lisent, tout cet amour, hein, de la lecture
lecture, de ce qu'il faudrait. Moi, me semble, des propos, je le dis très gentiment, mais des propos d'échec en quelque sorte. C'est parce qu'on ne veut pas s'attaquer au problème de la maîtrise de l'outil qu'on va rajouter du côté de l'amour, de l'intérêt, etc. Bon, ça me semble, je le redis, fondamental. Il me semble y avoir de l'ignorance et de l'hypocrisie à travailler sur la rencontre de l'écrit sans travailler sur l'outil qui permet de rencontrer l'écrit. Et donc, c'est la nature du débat qu'on a sur la différence entre l'alphabétisation, qui est la technique utilisée, et ce que nous, on a tenté d'appeler la lecturisation, qui suppose qu'on ne travaille pas et on ne rencontre pas d'abord, ni jamais, l'écrit comme par rapport à l'oral, par rapport à ces fameux 10 mots maximum de l'oral, mais qu'on le rencontre pour la manière dont c'est utilisé. Si vous montez sur un vélo, ou si vous dites non, mais moi, vous allez tomber si vous n'avez pas la vitesse, le minimum de vitesse qui vous permet de tenir. C'est exactement la même chose. Alors, le mot vitesse a l'air d'être de la technique, c'est pas de la technique. Enfin, si je vous dis que je parle à 10 000 mots à l'heure, je ne fais pas un concours de vitesse, c'est fonctionnellement que ça se construit. L'alphabétisation, on n'arrive jamais à dépasser avec des alphabétisés véloces, on les a tous fait, ce qu'on pourrait appeler des alphabétisés véloces, ils sont à 12 000 mots à l'heure. Et l'essentiel de leur activité est absorbé par le processus alphabétique, qui n'a rien à voir avec le processus lexique. Et c'est donc quelque chose qu'il faut apprendre. Où on l'apprend dès le début, c'est-à-dire est-ce qu'on peut apprendre à lire à partir de 3-4 ans avec la voie directe, par la voie directe, sans passer par... Ou, si on n'a pas eu la chance de le faire, ou d'être dans un milieu qui vous dit déculpabilise par rapport à l'école et qui vous autorise à faire ce que vous avez envie de faire quand vous avez 5 ans par rapport à l'écrit, et pas à faire ce que l'école vous demande, mais ça suppose quand même un petit peu des rapports sociaux un peu impertinents, on va dire, par rapport à l'enseignement qui est donné. Donc cette impertinence, on la cultive ou on la combat, c'est un problème politique, je ne développe pas cet aspect-là. Ou, si on n'a pas eu cette chance, donc, est-ce qu'on peut faire de la rééducation, est-ce qu'on peut passer des comportements alphabétiques à des comportements lexiques, si on veut, comment on fait? Nous, on a fabriqué des outils informatiques qui ont tous un caractère. Donc c'est un exercice, ça s'est appelé LGO, c'est une sorte d'exerciceur, je suis pas très fier du mot, c'est un exerciceur, et quand on regarde le comportement que ça provoque, eh ben, le môme comprend à 6 ou 7 000 mots, eh ben, on va lui faire des exercices, il va monter à 8 000, 9 000, 10 000 mots, mais comme l'exerciceur le continue, on continue, et ben, on arrive à un moment où ce fonctionnement alphabétique, il ne peut plus le mettre en œuvre, physiquement, techniquement, il ne peut plus le mettre en œuvre, et donc, tant qu'il y a une chute, l'entraînement le fait chuter, et puis il redémarre, on continue, mais sur des manières différentes de faire, enfin, des stratégies, des comportements, je ne sais pas comment dire, de nature complètement différente de celles qu'on lui a appris, et qui... Alors ça se voit par rapport à la largeur des fixations, c'est-à-dire que quelqu'un qui est alphabétisé, en général, bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est quand même pas inintéressant. C'est-à-dire que quand on regarde un lecteur, il fait des empans, il fait des fixations, puis il y a un déplacement, qu'il soit alphabétisé ou qu'il soit lecteur, de toute façon, le temps de la fixation, c'est à peu près la même, c'est en gros 200 millisecondes. Le temps du déplacement, c'est en gros 50 millisecondes, c'est-à-dire qu'en gros, on en fait à peu près entre 3 et 4 par seconde, qu'on soit alphabétisé ou qu'on soit... sauf que l'alphabétisé, à chaque fixation, on l'a appris à travailler sur ce qui doit naître
Hein. C'est-à-dire, l'œil est fait que par point de fixation, quand on regarde, hein, si vous regardiez mon nez, je ne le conseille pas, mais si vous le regardiez, vous le verriez net, mais vous ne verriez pas mes oreilles nettes. Hein. Donc l'angle de fixation, la vision nette, elle est très très étroite, et donc un lecteur qui fait, et chaque degré, si vous voulez, sur le côté, le perd à peu près 50% de netteté. Ça veut dire qu'un lecteur qui lit, je grossis beaucoup les choses, non je ne les grandis pas, mais j'abrège, qui fait 3, qui lit à peu près, qui fait par fixation, il traite hein, 20 à 25 signes, la moyenne d'un mot et de l'espace qu'il suit, c'est en gros 6 signes. Hein. Ça veut dire que le lecteur, il lit entre 3 et 4 mots, ça dépend de la longueur des mots, hein, mais il lit à la fois par fixation. Hein. Et ces 3 ou 4 mots qui traitent et qui se déplacent, sur ces 3 ou 4 mots, il a en réalité vu 3 ou 4 lettres au centre à peu près nettes, et tout le reste en silhouette, en flou, etc. Hein. C'est ça le comportement du lecteur, c'est ça que fait le lecteur, et c'est ça qu'on lui apprend précisément pas à faire, c'est ça que fait le jeune le môme, hein. Il se sert de ses yeux sur de l'écrit, comme il sert de ses yeux autour du trou de yaourt, etc. Hein. Donc c'est égal. Or, nous, on lui dit, non, attention, l'écrit, ça ne se regarde pas comme autre chose, il faut regarder la syllabe. Et pourquoi, monsieur, il faut regarder la syllabe? Eh bien, parce que ça correspond au phonème. Ah bon, dans l'écrit, il y a des phonèmes Ah ben non, en fait. Non. Bon, ça c'est le premier point qui me semble indispensable. Je ne dis pas, hein, mais si on ne prend pas ça en compte, il y a quelque chose de malhonnête hein, dans ce type de démarche. La deuxième chose que je dis, qui a probablement, c'est un peu l'apport, là j'ai parlé de l'apport de Deschenaux, moi j'ai été très sensible à l'apport de Jacques Boudy, hein, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La raison graphique. Hein, et le sous-titre, ça me semble bien plus important qu'autre chose, c'est la domestication de la pensée sauvage. Hein, c'est ce livre, La raison graphique. Et en gros, ce qu'il développe, c'est, je l'étends au langage en général, c'est il dit un langage, c'est un outil de pensée, le langage est un outil de pensée dont l'humanité s'est dotée et c'est un outil qui évolue en fonction des techniques, en fonction des besoins de penser autre chose, etc. Donc cet outil de pensée, il est tout à fait spécifique, c'est-à-dire qu'il parle, je parle un peu à sa place, il parle d'une raison graphique, c'est-à-dire la raison, c'est le mode de pensée hein, que permet l'écrit, mais il y a une raison phonique, enfin, il y a une raison orale, et donc on peut énumérer tous les langages. Hein, ce qui caractérise un langage, en gros, c'est qu'il y a des éléments et une syntaxe qui associe ces éléments. Hein, c'est il y a une raison mathématique, il y a une raison, comment on va dire, après. Ça part mal parce qu'on se met à parler, j'ai jamais compris pourquoi, d'art plastique, d'art visuel, d'art auditif, etc. En fait, ça devient un art si vous voulez. Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'art, hein, il n'y avait pas d'artistes, il y avait des artisans. Si vous aviez dit à Rembrandt qui c'était un artiste, vous aurez regardé. Le concept d'artiste est né à peu près au XIXe siècle. Mais c'est au moment, enfin je ne repars pas sur la politique, c'est au moment où on a eu besoin de séparer la pratique des langages hein, d'un type de rapport à la représentation du réel qui était labellisé, etc. Mais autrement, on travaille sur les langages. Et le langage visuel, le langage musical, le langage maintenant cinématographique, on en invente plein, le langage les langages numériques, c'en est un, hein, il y a des éléments, il y a une syntaxe, etc. Et donc, c'est important de partir de l'idée que le langage écrit, hein, et tous les langages sont des outils d'abstraction, hein, de construction de la pensée. Je vais vite là-dessus, mais
le cerveau, il traite des millions d'informations à la milliseconde, hein, je sais pas, ça tourne à toute allure là-dedans, hein, et quand vous conduisez une voiture, contrairement à ce qu'on dit, c'est des réflexes, c'est pourquoi heureusement qu'il n'y a pas des réflexes, hein, c'est un traitement, une sélection d'informations, pas n'importe laquelle, on ne s'occupe pas de la couleur de la voiture qui arrive en disant moi je m'arrête de toute façon de c'est du rouge, hein, mais autrement dit, enfin, vous pouvez y aller dans tout ce sens-là, c'est une prise d'informations extrêmement sélective, extrêmement subtile sur la vitesse, sur le déplacement, tout ce qu'on anticipe, c'est formidable, hein, et on prend on prend pas une décision, ça me fait rigoler, mais et c'est pas un réflexe, on réagit. Après, on peut, là on pense, quand on conduit on pense, quand on joue au rugby on pense, quand on lit on pense, c'est quand on écoute si on n'est pas lâché. Aussi on pense de toute façon que ce mec il arrête, mais on pense quelque chose, de toute façon on ne peut pas s'empêcher, ce cerveau ne peut pas s'empêcher de s'arrêter. Hein, et maintenant, cette chose qui permet de vivre, de prendre une décision, eh bien, à un moment donné, on a eu besoin, ou on a cru qu'on avait besoin de faire un retour réflexif sur ce langage, hein, c'est-à-dire sur l'opération. La pensée, avec ce que je viens de vous dire, que je conduis, je peux faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire le dire à l'oral, hein, je peux écrire, je peux dessiner, je peux faire plein de choses hein, là-dessus. À chaque fois, je vais utiliser un langage différent. Et l'intérêt de tous ces langages, c'est qu'ils font quelque chose qu'un autre langage ne peut pas faire. Hein. Et donc, présenter l'écrit comme un substitut de l'oral, mais simplement même en partant de l'oral, hein, et en prétendant qu'on va construire, aider le mot à construire son langage en précisément n'utilisant pas l'écrit pour ce qu'il permet de faire, la raison graphique, mais simplement comme exemple d'encodage c'est, là aussi c'est une, mais je le dis, c'est une ignorance, ou c'est une malhonnêteté intellectuelle, mais il faut réfléchir à ça, il faut travailler à ça. Les choses ne sont pas acquises. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire comment il faut faire, je peux vous dire comment on cherche, etc. Mais c'est une question qu'on ne peut pas repousser comme ça en disant que c'est des questions d'école, de méthode, etc. Bon, ça me semble, ce problème d'outils de pensée, hein, et de la spécificité des langages, et de la nécessité de les rencontrer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que si tous les mondes apprennent à parler, enfin bon, à quelques exceptions près, si tous les mondes apprennent à parler, hein, alors qu'on ne leur enseigne pas la parole, mais simplement parce qu'ils vivent dans un milieu non seulement qui parle à eux et à d'autres, et qui l'inclut dans d'une manière ou d'une autre, simplement en le regardant, en rigolant, en regardant. Voilà, si vous prenez le phare Louvrenet, hein, et bien tout seul, il va construire ce langage. Hein, mais ça ne veut pas dire que c'est inné et que ça se développe, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend dans une interaction sociale, dans un statut social de destinataire, de témoin, bon. Et donc, voilà, hein. Moi, ça me semble quelque chose d'essentiel. Le troisième point, comme ça je l'ai noté tout à l'heure, quand à la copine, quand on t'a dit, mais tu dis, non, ça réussit, là, il y a 80% de réussite, ou 90%. Ouais, bon, et quand on a dit, ça veut dire quoi, hein, bon, donc l'outil et le moment de l'évaluation, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que nous, à l'INRP, puis maintenant à l'AFR, l'outil qu'on utilise quand on parle de lecture, enfin le test qu'on dirait, hein, qu'on utilise, hein, on est bien obligé à un moment donné de mettre un thermomètre derrière, donc on fait, c'est ça l'épreuve. On donne sur une feuille de papier, alors c'est vrai à un homme de 4 ans, c'est vrai à un étudiant de 22 ans, hein, mais on donne sur un bout de papier, on a recopié, en retirant tous les indices, c'est-à-dire en tapant ça à la machine de la manière la plus neutre, hein, on a recopié 5 lignes qu'on a pris dans de l'écrit, un livre, ou n'importe quoi, peu importe le moment,
Et on a mis sur la table des petits, on a mis sur la table 10 ou 12 bouquins. Et la question toute bête, c'est de lui dire, ça on l'a pris dans un des livres qui est là, tu le retrouves. Mais t'as pas longtemps, t'as 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Donc, et là, on est en train de mesurer, de regarder l'efficacité d'un outil, hein, et la culture de l'écrit que la pratique de cet outil, hein, au moment où il en est, lui a donné. C'est-à-dire quelle est la connaissance du fonctionnement de l'écrit, de comment il a fait des catégories, ne serait-ce que c'est un document, ça peut être un documentaire vu la manière de, et c'est un documentaire pour enfants, ou c'est de la vulgarisation dans un journal, ou c'est un roman, etc. Hein, et à partir de là, comment le monde va éliminer les bouquins, hein, et puis les 3 ou 4, quand il dit tiens, ça peut être là, vous pouvez interpréter tout ça. Le fait qu'il dise tiens, ça peut être là, ça veut dire que sûrement il y a quelque chose qu'il n'a pas remarqué, il n'a pas compris. Et puis la manière ensuite dont il va prendre les bouquins, dont il va les ouvrir, donc il va se servir de tout l'outillage de l'outil. Est-ce qu'il y a une table des matières, est-ce que, etc. Est-ce qu'il y a des mots-clés, et puis qui vous dit ça y est, j'ai trouvé, c'est là. Hein, après, voilà, l'outil ne développe pas, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire avec l'outil. Si il est plus grand, s'il a 12 ans, eh ben, on fait ça dans l'ABCD, hein, et les livres sont pas là, ils sont là, mais il y a des outils dans l'ABCD, hein, etc. Bon, ça me semble, alors on doit pouvoir faire mieux, mais sûrement même. Mais moi, ça me semble essentiel de savoir de quoi on parle, hein, quand on parle de lecture et de qui c'est qui lit, qui c'est qui lit quoi. Après, je trouve que on est, nous, à l'INRP, à l'origine des cycles, enfin, paix à leur âme, je ne sais pas qui, dont on voit ce qu'on a fait, hein, mais les cycles, c'était de dire, bon, ben, entre... Moi, dans un bouquin que j'avais fait, j'avais dit, à 2 ans, le gamin, il continue d'apprendre à lire. À quel âge ça commence, je me demande, à quel âge, quand il vit dans un milieu qui a besoin d'écrit, et qui l'implique dans ce besoin, et qui se comporte avec lui, non pas par rapport à lui, mais par rapport au fonctionnement du groupe, hein, comme ça l'important, c'est que les interventions sont tellement... Alors, je vais dire un truc, excusez-moi d'aller vite, je ne sais pas si ça passe, mais... Donc là, c'est pas trop. Nous, à l'école, les pédagogues, ils ont inventé une situation problème, la situation problème. Et nous, on se bagarre pour dire, non, une situation problème, ça veut dire que l'adulte, il connaît la solution. Hein, alors que, donc il va guider le môme vers la solution. Nous, on est dans une sorte d'intérêt, de la nécessité que, à tout âge, y compris un vieillard, je commence à être vigilant là-dessus, il est impliqué, hein, dans cette situation qui est une situation problématique. Hein, c'est-à-dire que personne ne connaît la réponse. S'il y a quelqu'un qui la connaît et qui ne nous emmerde pas, qui nous la dise, on ira jouer au film. Hein, mais si, non mais ça me semble fondamental, ça veut dire que les situations dans lesquelles on est, hein, dans lesquelles on peut apprendre, c'est des situations où de toute manière, on va tous apprendre quelque chose pour la trouver. Hein, on est dans ce qu'on appelle, on ne peut pas l'appeler comme ça, un intellectuel collectif. Hein, moi, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Oui, par rapport au cycle. Bon, donc, de 2 à 5 ans, ça continue, l'apprentissage de la lecture, de 5 à 8 ans, ça continue, etc. Bon, tous les gens, et je ne suis pas mon regard pour qui je désigne, mais qui disent ça marche, c'est pas à toi que je dis là, ça marche, ou quand on fait du B.A.B.A. et qu'on interroge les mômes sur du B.A.B.A., c'est pas étonnant que ça marche, hein, mais comme c'est pas ça qu'il fallait qu'il apprenne, il vaudrait mieux que ça marche pas. Hein, mais on évalue ça à la fin de l'année du CP. Hein, or, si on parle et ça c'est l'objet de la recherche, d'une recherche, quand et la personne dont je
part en ce moment, hein, elle n'a jamais fait de recherche sur la continuité des méthodes qui sont utilisées avec le jeune enfant, hein, sur quel lecteur il sera à 11 ans, hein, quelle pratique de lecture il a, c'est-à-dire quelle est l'efficacité d'une démarche pédagogique, mais il faut se donner le temps d'intégration de tout ça sur des conduites complexes, dans des conduites complexes. Donc ces outils d'évaluation, ils sont forcément, il peut y avoir après des sous-outils d'évaluation, de contrôle technique si on veut, mais l'objectif, ça réussit pas. Alors, après, vous avez compris, là, il faut après, quand on regarde les résultats en lecture, bon, moi je crois qu'ils ne sont pas si mauvais que ça jusqu'au CE1. Si on apprend BAPA, papa et BAPA, papa, etc., et que l'épreuve après elle est de lire quelque chose. Vous savez qu'à l'oral, de toute façon, l'oral qui est connu d'un enfant de 7 ans, c'est à peu près, allez, en étant généreux, 800 à 1000 mots. Hein, et on a fait des recherches là-dessus. À partir du CE2, 80% des mots nouveaux que l'enfant apprend, il les rencontre à l'écrit, ils ne sont pas utilisés à l'oral, c'est-à-dire que la diversité. Bon. Et donc, quand on dit que comment voulez-vous qu'il sache lire, puisque quand il ne peut pas prononcer anticonstitutionnellement, par exemple, il ne va rien comprendre. Encore faut-il connaisse anticonstitutionnellement. Or, je répète, les 80% des mots nouveaux, ils ne sont pas connus de lui à l'oral. Donc, la supercherie, hein, c'est une supercherie de dire qu'un mot... bon, après, il y a plein d'épreuves. Nous, on utilise aussi souvent une épreuve qui s'appelle, qu'on appelle l'épreuve de closure, mais ça, on est pas original. Hein. On retire un mot tous les 5 mots, hein, systématiquement, quand on ne le choisit pas, c'est un mot tous les 5 mots, et on s'aperçoit que un mot tous les 5 mots, le texte il reste compréhensible. Hein. Il manque des détails, il manque des choses, mais le texte est compréhensible. Et non seulement le texte est compréhensible, mais le mot qu'on ne connaissait pas, hein, et ben, le mot il fait un peu des hypothèses là-dessus. Je dis ça, voilà, ça peut être, je prends toujours comme exemple par pareil, le mot varlope, il y a beaucoup de gens qui connaissent le mot varlope dans la tête, et ben, quand on le rencontre, le mot qui comprend, qui ne connaît pas le mot varlope, il va dire, oh là, ça doit quand même être un outil dans un atelier, par rapport à du bois, enfin, ils peuvent faire plein d'hypothèses là-dessus. Et tous les mots qu'on apprend, on les apprend comme ça, c'est-à-dire que on ne les apprend pas directement, on n'accède pas au sens du mot, où est-ce qu'on l'aurait, mais on apprend en cernant progressivement le sens de ce mot. Hein. Et c'est au fil des rencontres, dans les discussions, etc., que ça se précise. Mais, bon, vous comprenez ce que je veux dire, je ne sais pas comment mais ça me semble important de savoir ce genre de choses. Alors, après, je vais venir sur autre chose. Quand on fait de l'éducation, quand on s'intéresse à l'éducation, on est forcément dans une démarche qu'il faut revendiquer comme étant politique. Hein. Jules Ferry, il a toujours revendiqué ça. Il a dit, laissez-moi faire. Vous savez que en 1880, la France était royaliste encore et religieuse, etc. Et elle était partagée. La majorité de la France ne voulait absolument pas qu'on éduque les comment on peut dire, j'ai entendu le mot, excusez-moi, les prolétaires, hein, parce que le peu qu'ils vont savoir, ils vont bientôt et donc, la majorité de la France, elle n'était pas du tout favorable pour l'éducation. Mais ça, on retrouve la même chose sur les actions coloniales dans les autres pays. Il ne faut pas instruire les pauvres, ils vont nous rendre la vie impossible. Mais cette bourgeoisie industrielle, là, que représente bien Jules Ferry, on avait quand même besoin d'une main-d'œuvre un peu plus formée, hein, et donc il fallait le conflit entre on les instruit mais ils vont nous chasser, si on ne les instruit pas,
pas devenir capitaliste, vous voyez les zinzins. Et le Jules Ferry, il a fait le tour, mais on a tous ça, on le suit à la trace, hein, il a fait le tour de tous les conseils généraux hein, en disant, mais faites-moi confiance, moi, je vais fermer l'ère de la révolution. C'est-à-dire que moi j'admire beaucoup Jules Ferry, non pas d'avoir réussi à fermer l'ère de la révolution, mais d'avoir dit qu'il allait le faire et qu'il a fait ce qu'il fallait pour le faire. Hein, à travers le développement de l'école, le type d'instruction qu'il a développé. Autrement dit, quand on est aujourd'hui dans l'éducation, où on trouve que c'est bien hein, et on continue, où forcément on est, je crois qu'on ne peut pas faire autrement, on est dans des démarches de faire de l'éducation, hein, c'est pas conformer les enfants, hein, c'est changer la société dans laquelle ces enfants grandissent. Ça ne veut pas dire faire moi, j'ai encore jamais fait ça, fabriquer des barricades dans la cour de récréation, hein, mais c'est quand même l'idée qu'on est en train d'essayer de faire que le monde soit différent d'aujourd'hui. Et ce monde, il n'y a pas de recette préétablie qu'on peut... c'est l'objet d'une recherche, et d'une recherche collective, et forcément d'une recherche-action. On est dans des situations problématiques, on est convaincu qu'il faut essayer que ça soit autrement, on ne sait pas comment, on s'y met, mais si on s'y met, ça veut dire qu'on s'entoure quand même d'un certain nombre de précautions. Moi, je crois que le mot d'ordre aujourd'hui de toutes les actions pédagogiques, c'est le mot de recherche-action. C'est il faut agir, employer essayer de transformer les méthodes pour transformer les effets sociaux de ces méthodes, mais s'entourer d'un certain nombre d'outils d'objectivation, de regard, etc. Et ça ne vient pas d'experts qui, de là-haut, derrière dans leur laboratoire, nous diraient qu'eux, ils ont trouvé ce qu'il faut faire. C'est vraiment, c'est l'humanité qui s'invente ses propres critères de changement. Hein. Et c'est à l'école que ça se fait. Ce qui renvoie un peu à le concept que moi je crois important, presque on pourrait dire de société éducatrice. Hein. Ce qu'on observe, hein, c'est que la société, pour fonctionner au profit de qui elle fonctionne, hein, elle a confisqué un certain nombre de fonctions hein, et elle les a enfermées dans des institutions hein, qu'elle contrôle, avec qu'elle forme spécifiquement, etc. Et que moi je dis, il y a des écoles, tant que la société n'est pas éducatrice elle-même, il y a des bibliothèques, tant que les lieux de vie ne sont pas composés de lecteurs, etc. Et là, ça renvoie à un point que je trouve tout à fait important, c'est que ce qui caractérise les sociétés industrielles aujourd'hui, j'emploie ce mot qui est un gros mot, vous m'excuserez, le mot capitaliste. Les sociétés capitalistes aujourd'hui, elles fonctionnent à partir de Ford et tous ces gens-là sur une division du travail, hein, la division du travail, une parcellisation des tâches et des gens qu'on enferme dans et à qui on ne demande pas de réfléchir, à qui on ne demande pas. Moi, je me rappelle toujours un militant CGT qui travaillait chez Syndicat et qui me racontait qu'il était venu hier des experts, hein, parce que pour regarder la machine de tôlerie, il y avait des bulles un peu quelquefois sur les... Et les experts se prenaient la tête et réfléchissaient, et les ouvriers qui étaient chargés de la tôlerie étaient là, et ils rigolaient, ils disaient surtout pas la solution, mais eux ils savaient bien pourquoi. Il y avait des pas parce qu'ils crachaient dans la soupe, mais il y avait quelque chose. Mais cette division-là entre des experts qui trouvent la solution et qui l'imposent hein, à des gens qui n'ont pas à penser, qui n'ont pas à réfléchir. Regardez les trois quarts des ouvriers, quel besoin ils ont de se référer à un écrit. Hein. Alors peut-être à des normes écrites hein, en centimètres ou en kilos ou en centièmes ou en millièmes de seconde, mais on peut imaginer une société différente, hein, progressivement, et c'est pour ça qu'elle deviendra différente,
socialiste ou pas, c'est qu'elle va essayer, il faut se battre pour que le travail des adultes, la division du travail des adultes, inclut forcément des recours de théorisation des pratiques, de réflexion des pratiques, de se replacer dans un cadre beaucoup plus grand. C'est à ce moment-là que les gens auront recours à l'écrit si on leur donne un statut de penseur. Si l'écrit est un outil de pensée, si on refuse aux gens le statut de penseur, de penseur que la société a besoin qu'ils pensent, hein, et ben, ils n'ont pas besoin de se servir de l'outil, un outil qui permet de penser, il y a donc lui, ce qui est le langage écrit. C'est-à-dire que les langages, je reviens un peu là-dessus, c'est des outils d'abstraction, de modélisation, de construction de système. C'est vraiment quelque chose qui, par rapport à l'expérience vécue, qui se déroule à très très grande vitesse, construit derrière des modèles qui sont forcément des modèles théoriques. Et les plus grands romans, hein, un grand roman, c'est une construction, un travail théorique sur des expériences que tout le monde plus ou moins a vécues, hein, mais qui, avec le langage particulier, qui est le langage des mots et de la syntaxe, etc., construit, propose un modèle auquel on n'a pas encore rencontré. Quand on l'aura rencontré, à la limite, on relira un autre livre, etc., sur une autre expérience pour regarder si le modèle fonctionne, mais après, on a besoin de passer à autre chose. Cette revendication, hein, d'un fonctionnement social où la société a besoin que tout le monde pense et donc a besoin de maîtriser les outils qui permettent de penser. Si on ne pose pas ça d'abord comme priorité et qu'on se dit comment on va faire avec les petits, etc., moi je vais vous faire un aveu, ne vous répétez pas, moi je n'aime pas lire, je n'aime pas lire, mais je ne vois pas comment je pourrais faire sans ça. C'est-à-dire que par rapport à mes passions, à mes engagements, au fait que je me trouve confronté avec des gens que je trouve cons, etc., j'ai besoin de lire. Mais je me méfierais, moi, des gens qui aiment lire. Honnêtement, non, mais c'est pas un paradoxe complètement. Enfin, je le dis souvent le paradoxe pour aller vite, mais il y a quelque chose derrière qui est important. C'est-à-dire que si on ne peut regarder aux affaires que lire, on va lire, mais non. On a, je le redis, ça fait un peu grandiloquent, mais tant qu'on n'aura pas changé le fonctionnement du monde, eh ben, il faut lire. Hein, il faut lire, que ce soit dans le domaine des relations interindividuelles, tout à l'heure, ce matin, je n'ai pas voulu le dire, ne sert à rien à voir. Mais quand tu parlais à tout poil, tout à poil, hein, moi, je me demandais si Cobu, il a déjà interrogé des enfants de naturisme. Qu'est-ce que ça leur fait aux enfants de Est-ce que ça en fait des gens stupides, des gens qui sont plus perverses sexuellement que ceux qui n'ont jamais vu le sexe de leurs parents, ou etc. Bon, moi, j'en sais rien, mais ça vaut quand même le coup d'aller regarder. Enfin, je vais regarder. De demander. Moi, je ne sais pas quel est l'effet. Ça fait peut-être ça fait peut-être c'est peut-être des QBI, etc. Bon, auquel cas, on peut être contre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça me fait rigoler, si vous voulez, de ne pas replonger dans la vie par rapport à ça. Bon, je vous ai parlé de recherche-action, de société éducatrice. Bon, je vous ai dit aussi, lire, c'est pas pour le plaisir, mais c'est par nécessité, et c'est l'effet que ça a de lire. C'est là que se trouve la satisfaction. Hein. Mais moi, je lis beaucoup plus de choses qui me foutent en colère, qui m'énervent, que celles qui me font vraiment plaisir. Hein. Et il a été évoqué dans la matinée, je crois, la notion de poésie, c'est-à-dire, moi, il me semble que la poésie, c'est pas réservé aux poètes, c'est une sorte de préoccupation de travailler sur l'outil lui-même, hein, d'écriture, où on arrive vraiment à la spécificité où on dégage finalement, je dirais ça, où on dégage
on se dégage de toute fonction utilitaire dans la poésie, parce qu'on accède à la fonction la plus utilitaire qui soit, c'est de travailler sur l'outil lui-même de pensée qu'est, et c'est ça la poésie. C'est pas les amours de je sais pas qui avec je sais pas qui. Tout le monde dit, bon, ça on peut en discuter. Oui. Après, je ne sais pas quelle heure il est là. Allez, il vous reste les minutes. C'est trop. Bon, ben, j'ai noté des trucs, alors je ne les développe pas, mais par exemple, moi, non pas dans la journée, parce que je trouve que la vie est agréable, mais ça fait quand même souvent état, ça associe l'enfance au jeu, l'enfance à jouer, etc. S'il y a, je partage complètement avec Freinet, mais avec Vallon, avec plein de gens comme ça, s'il y a des gens sérieux, c'est des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont complètement impliqués et c'est presque parce qu'on a peur de leur implication qu'on leur fait faire des activités qui n'engagent à rien et qu'on appelle des jeux, puis qu'on dit, comme les pauvres, on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on leur dit, on dit, vous voyez, les enfants, ils aiment jouer. Moi, je ne suis pas du tout sûr que l'enthousiasme, le plaisir et tout ça, ça naisse du jeu. Enfin, je joue, moi, comme tout le monde, aux échecs, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Ce statut de l'enfant qui inclut le fait que lui, il serait dans le jeu, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Et Freinet, il s'est bien bagarré là-dessus. L'autre chose que je veux dire, c'est que quand Jules Ferry a fabriqué son école en 1882-83, il existait une école qui a fonctionné depuis à peu près depuis la Révolution française, mais pas une école d'État, qui est la manière dont s'est éduqué le mouvement ouvrier, notamment. Comment il a procédé à sa propre éducation, par chance, pendant 70 ans, par chance. Ils ne pouvaient pas aller à l'école, il n'y avait pas d'argent pour, il n'y avait pas d'école, et donc ils se sont débrouillés eux-mêmes. Et il y a plein de théoriciens, moi je cite Marx, mais c'est pas en alphabétique. Marx dit la bourgeoisie, elle éduque ses enfants comme elle veut, mais nous on n'est pas obligé de faire comme elle. Or, on a été progressivement obligé de faire comme elle. Et en 1860, 80% des ouvriers parisiens qui n'étaient jamais allés à l'école, ils savaient lire. Et quand on se demandait comment ils savaient lire, ça je en ai parlé hier, quand on se demandait comment ils savaient lire, ils avaient appris à lire avec des gens qui ne savaient pas beaucoup mieux lire qu'eux, mais qui avaient besoin de lire par rapport à des articles politiques, à des tracts, à tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire qu'ils ont appris à lire sur des écrits qui leur servaient vraiment à quelque chose. Mais ils s'apprenaient eux-mêmes. Et ça, c'est le monde est bien plus pervers et marrant, c'est que ce système-là, c'était le système des jésuites au XVIIIe siècle. Les jésuites, ils apprenaient à lire, comme vous enseignez aujourd'hui la lecture, c'est-à-dire sur des mots, des sons, des trucs comme ça. Et le mouvement bourgeois, la bourgeoisie, au XVIIIe siècle, ne faisait pas ça du tout. C'est-à-dire, c'était des écoles, la bourgeoisie se bagarrait pour des écoles ouvertes, en prise sur la vie, etc. Et parce qu'elle était en conquête de pouvoir, elle combattait le pouvoir, la royauté, tout ce que vous voudrez. Et dès qu'elle a eu le pouvoir, c'est-à-dire à partir de la Révolution, elle a fermé ça, et c'est le mouvement ouvrier qui a repris à son compte cette démarche d'école ouverte, etc. Et les théoriciens, je parlais de Marx dit il ne peut pas y avoir de formation intellectuelle sans activité de production, c'est-à-dire sans implication des gens, quel que soit leur âge, dans une activité de production, c'est-à-dire d'action sur le milieu pour le transformer.
Et moi, ça me semble quelque chose auquel il faut réfléchir. Les outils de pensée, formation intellectuelle, ils sont liés à l'implication dans le mot est trop gros, mais dans la transformation du réel, dans l'évolution du réel, dans la compréhension qu'on a du réel, etc. C'est-à-dire dans ce pouvoir qu'on prend sur le réel en le transformant et pour le transformer. Ça me semble déterminant. Et c'est pas ça. Jules Ferry, grand homme politique, a fusillé en premier, mais grand homme politique, il a parfaitement réussi ce qu'il voulait. Il a coupé court à toutes ces tentatives populaires qui ont un peu survécu dans des mouvements d'éducation nouvelle ou pas, je ne sais pas si c'est clair que ça, mais l'école qui a créé Jules Ferry, elle ne s'adressait que aux enfants du peuple. C'est-à-dire, vous savez aussi, que les bourgeois, leurs enfants rentraient ça s'appelait à l'époque en 11e, ils rentraient directement, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 2, 3, 4%, ils rentraient dans les classes de lycée dès le début, et puis ça se descendait dans l'autre sens, 11e, 10e, 9e, etc. Alors que le peuple, il était dans une scolarité où on se donnait 3 ans pour apprendre à lire, etc. Et, je finis là-dessus, non, c'est pas sûr que je finisse, mais je passe là-dessus. On a, en 1905-1910, des rapports de l'inspection générale. Les inspecteurs généraux, ça allait dans les lycées, ça ne voulait pas, et ça faisait des lois pour les écoles, mais ça allait dans les lycées. Et on a plein de rapports de l'inspection générale qui allaient donc dans les classes de 11e des lycées, qui disent au ministre, oulala, on est mal parti, parce que les professeurs donnent des textes beaucoup trop simples aux petits-enfants qui ne savent pas lire pour qu'ils apprennent. Tout ce que je vous dis, là, tous les mots comptent. C'est formidable, ça. Alors que nous, on dit, il faut commencer par des phrases simples, même pas que ce soit forcément des phrases, ça peut être que des groupes de mots, c'est même pas bon, les gens, vous savez que le bouquin qu'on dit, qui s'appelle Fénelon, Télémaque de Fénelon, ça a été écrit pour les enfants du régent, pour qu'ils apprennent à lire sur ce bouquin, qui est même aujourd'hui lisible pour nous. Enfin non, c'est pas lisible, mais bon, la complexité du livre et tout. Et c'est ça qui était posé dans les lycées par la bourgeoisie pour qu'elle produise ses enfants, et il y avait un corps d'inspecteurs qui surveillait qu'on n'affadisse pas ces textes, qu'on ne les simplifie pas trop, etc., pour que ces enfants apprennent vraiment à lire et pas à pouvoir faire du sens en transformant ça en oral. Et puis à côté de ça, les mots, ils travaillaient à l'école primaire, ils avaient 3 ans pour absorber les sons, la lecture suivie, je ne sais pas comment ça s'appelait, elle abordait ça en gros au moyen, la lecture et la compréhension, mais dans les instructions, la compréhension était un problème qui devait apparaître vers le cours moyen deuxième année, mais jusqu'au cours moyen deuxième année, voilà. Alors, puis après j'arrive, sur l'histoire de pas de formation intellectuelle sans activité de production. Bon, je crois que ce qui a été dit sur le prix Goncourt, tu en as parlé, sur les prix Goncourt des lycéens, etc. Nous, on a fait à l'AFL en pratique, et puis on a un peu théorisé ça, de l'écrit, sur les formateurs, les collégiens. C'est quoi ça pourrait être quoi leur production? Le titre de l'article, vous le trouverez sur les actes de lecture, c'est les collégiens des formateurs dans la cité. Si vous regardez l'état d'un quartier, c'est évident que quel que soit le milieu, etc., le collège est quand même, je parle du très populaire, très défavorisé par qui,
Hein. Mais ces milieux-là, les collégiens et le collège, c'est quand même l'endroit où ils s'échangent le plus d'informations par rapport au milieu, à l'environnement. Peut-être que vous regardiez ce que vivent les gens dans leur usine ou dans leur famille le soir, etc. C'est le collège où ça doit pas être vrai à partir de en dessous du CM1, CM2, en dessous, ce qui s'enseigne, ce qui se travaille à l'école, c'est à peu près possédé par l'environnement d'une manière ou d'une autre. Alors qu'on passe au collège, aujourd'hui, dont on dit en mal, on passe à des activités qui sont bien plus complexes, qui manipulent beaucoup plus les langages, mal sans doute, parce que la pédagogie est pas ce qu'elle est, mais que ce qui se passe dans l'environnement. Ça veut dire que l'activité des collégiens, dont tu as parlé de manière tout à fait intéressante, tu vois, 15 bouquins, on va y arriver, on va se spécialiser un mec qui va, de toute façon, que vous marche mal dans il va pouvoir rester assis, mais tout y est, la société fonctionne, mais ce que tu as dit après, en rajoutant que cette activité, au lieu qu'elle ait lieu, elle peut aussi avoir lieu dans un concours national des lycéens, mais si, dans une société un peu plus éducatrice qu'elle n'est, les collégiens, ils avaient à... les collégiens, ils avaient à travailler dans l'environnement pour informer, se demander comment ces livres-là, ils pourraient intéresser les gens qui ne lisent pas, ils pourraient intéresser et quel travail, et si c'était leur temps de travail. Alors, ce que je veux vous dire, vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire réinvestir, et après, je ne me lance pas là-dedans, mais on a quand même travaillé avec plein de gens, l'enseignant, sur une autre école. Au moment où tous les mômes sont rentrés en 6e, l'INRP avait décidé de faire un réseau d'écoles expérimentales, il y en avait quand même beaucoup, il y avait à peu près 28 mômes dans le dispositif, et sur comment s'y prendre. Et on a tout expérimenté, enfin on n'a pas tout expérimenté, mais on s'est quand même lancé dans des choses. Alors il y a des copains qui ont travaillé en y croyant, on n'a jamais poussé personne, qui a dit il faut faire de la pédagogie de soutien, il faut faire de la pédagogie de niveau, on en parle encore, des groupes de niveau, des classes de niveau, ou des actions de soutien. On s'est dit qu'il faudrait davantage de psychologues, etc. Et ça a été une tendance. Et puis, il y a eu un autre courant, moi, qui me semble beaucoup plus intéressant, dans lequel on retrouve Grenoble, les quartiers expérimental de la ville de Grenoble, il s'est passé des choses passionnantes. Des écoles à Paris, etc. Et une école que moi je trouve tout à fait drôle, qui était dans des villes nouvelles, à côté de Lille, c'était Vineudas. L'institut, moi je crois que le directeur, il était fou, au bon sens, heureusement, on en avait besoin. Et il avait dit, bon, il n'y a rien, à ma connaissance, quand on regarde, moi je n'ai jamais vraiment lu les textes officiels, mais l'idée qu'on a tous, que les textes officiels disaient juste, bon, il y a un instituteur à un endroit, et s'il a trop de mômes, on lui met des adjoints. Et il se débrouille comme il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que chaque adulte prend une classe à son compte. Autrement dit, on s'organise tout à fait autrement. Et ce gars, Vineudas, il a dit, bon, on va expérimenter quelque chose, on va prendre une école, l'école où je suis directeur, c'est des choses, et on supprime des classes complètement, et on fait que des ateliers. C'est-à-dire, il y a des ateliers, les mômes qui sont dans des ateliers, quelque part les 4 heures sur 6, pour produire des choses. Alors, il y a un atelier, ça a été évoqué par les collègues, il y avait un atelier radio qui diffusait sur le quartier, il y avait un atelier journal qui publiait, mais on retrouve ce que tu as dit, parce que vous êtes
les deux à l'avoir vu, hein, un atelier journal, un atelier langage mathématique, on n'avait pas, enfin qui avait quand même des applications, des investissements pratiques, etc. C'était que des ateliers. Et les mômes, ils étaient, comme dans une société, il y avait des mômes de 10 ans et puis des mômes de, ça ne mélangeait pas la maternelle. Il y avait des mômes de 6 ans et des mômes de 10 ans, c'était dans une sorte d'enseignement mutuel, hein, confère ce que je disais tout à l'heure, des ouvriers qui s'apprenaient à lire, etc. Hein, donc il y avait, et il n'y avait pas s'il y avait des instituteurs qui tournaient entre ces ateliers pour les animer, et puis à un moment donné, ils récupéraient les mômes par groupe de 4, 5, 6, ils les soustrayaient pour faire le point avec eux sur ce qu'on les avait vu faire, sur comment ils s'y étaient pris, qu'est-ce qu'ils avaient appris, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils apprennent encore, etc. C'est le travail d'enseignement qui est un travail de mise à distance, de démarche d'apprentissage. Ce que j'ai dit ce matin sur la différence entre l'apprentissage et l'enseignement, ça me semble aussi quelque chose de fondamental. On ne peut enseigner qu'à partir d'un apprentissage en cours. Lequel l'apprentissage il est en cours parce qu'on est embarqué dans un projet de production. Ça ne veut rien dire de plus que ça, hein, mais ça me semble quand même essentiel. On était à l'INRP, on avait à l'époque, parce qu'il y avait largement les moyens de faire on avait 20 000 mômes, hein, on travaillait sur 20 000 mômes, c'est-à-dire que quand on faisait des études statistiques, les sociologues peuvent prévenir aujourd'hui, hein, c'est pas mal, hein, quand on arrive à comparer 4 types de pédagogie, la pédagogie traditionnelle, la pédagogie par groupe, la pédagogie de soutien, pédagogie de niveau et autres pédagogies, c'est-à-dire pédagogie de production réellement, et d'implication dans le corps social. On a fait ça, on a évalué les mômes à leur entrée en 6e et les résultats sont absolument significatifs sur leur différence de savoir, de comportement, d'autonomie, de maniement des langages, etc. Bon, je me